Je ship tellement plus Emma avec Killian Jones qu'avec Bellfire. Non, sérieusement, le couple Emma-Bellfire, je l'ai jamais trouvé particulièrement intéressant. Je suis tellement plus accroché par le couple Emma-Killian Jones dans toutes les interactions qu'on a vues entre eux jusqu'à présent. Et honnêtement, je crois même que je préférais avoir le couple Emma-Auguste. Bon, maintenant c'est un petit garçon, ça va très mal le faire, mais... Ouais, dans un sens, j'ai lu quelques commentaires qui ont dit qu'ils adoraient le couple Emma-Bellfire. Personnellement, je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante avec Killian Jones. Il y a des petits moments dans cet épisode et dans d'autres épisodes où je trouve vraiment que ça va beaucoup mieux, personnellement. Enfin bon, cet épisode est centré en termes de flashback sur Blanche-Neige et le prince charmant. C'est juste après, vraiment juste après que Blanche-Neige vient d'être réveillée par le baiser d'amour sincère, et donc très tôt la reine l'apprend et elle décide de lui lancer un ultimatum en disant casse-toi, exile-toi loin de là avec tes potes et je tuerai personne. Si tu le fais, ben je tuerai un de tes habitants, un des habitants de ton peuple, un par un chaque jour. Sachant que ça l'a pas dérangé de tuer un village entier en une fois, donc honnêtement, si c'est tout ce que tu fais, ce sera ce sera un petit peu, ce sera moyen par rapport à ce que t'as fait avant, quoi. Je veux dire, ça sera peut-être même une amélioration, hein, si c'est tout ce que tu fais, tuer une personne par jour. Mais bon, elle est assez Blanche-Neige est très intimidée par ça et elle se dit qu'elle n'a pas l'âme d'une meneuse et envisage sincèrement d'accepter son offre et de s'exiler. Mais le prince charmant qui pense vraiment qui pense au peuple et qui pense elle peut être une meneuse, décide d'aller voir Rumpelstiltskin pour ouais parce que c'est la solution genre allez j'ai un problème Rumpelstiltskin si on faisait un petit marché hein voilà donc mine de rien je trouve que ça a été plutôt bien géré dans cet épisode par rapport à la révélation de femme et voilà il décide d'aller le voir en lui disant ouais j'aimerais quelque chose pour rappeler à Blanche-Neige que elle peut être une meneuse, qu'elle peut diriger son peuple et battre la méchante reine. Peu de temps après ça, il vient dire à Blanche-Neige que Rumpelstiltskin lui a parlé d'une arme légendaire, Excalibur. Parce que ça existe aussi, Excalibur, hein, le roi Arthur, bah mine de rien, ouais, on a eu Lancelot, donc c'est logique que le roi Arthur, Merlin, etc. existent. Donc ouais, peut-être qu'on aura un épisode centré autour de ça. Mais voilà, donc... Il l'emmène dans un endroit qui est pas très loin d'ici où il y aurait l'épée Excalibur et elle parvient à la sortir de son rocher donc ça veut dire que elle a des qualités de meneuse pour diriger ce pays, ce qui lui donne le courage de se mettre, de défier la méchante reine, même de la blesser légèrement avec l'épée. Parce que, et c'est vraiment loin d'être la seule série à souffrir de ça, c'est toujours un problème quand une personne a des pouvoirs magiques assez forts contre des personnes qui n'en ont pas du tout, de la voir être défaite, être surmontée, alors que de toutes les manières, normalement, elle devrait pas faire ça, quoi. Elle devrait facilement s'en sortir. C'était le cas ici, par exemple. Elle arrive facilement à mettre au tapis plusieurs personnes sans problème, sans broncher. Elle peut envoyer valdinguer quelqu'un en l'air en l'étranglant. Par contre, une fois que Blanche-Neige l'a légèrement blessée avec l'épée, elle se dit non, je me barre, alors que tu pourrais facilement réutiliser ta magie pour l'étrangler, de même que le prince, etc., etc. Voilà, quoi, pourquoi elle le fait pas? Besoin du scénario. Et honnêtement, parce que c'est loin d'être la seule œuvre à faire ça, quoi. Il y a énormément de gens qui font ça, quoi, parce que dès lors qu'on a des pouvoirs assez forts, on ne sait pas les gérer. C'est très difficile de les gérer pour que l'histoire se déroule de façon acceptable. Et mine de rien, ça me dérange pas énormément parce que dans un sens, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils reviennent là-dessus. C'est-à-dire, ça fait partie des trucs auxquels on pense pas, mais dès lors qu'on commence à y réfléchir, on se dit ouais, la reine aurait dû réagir directement après avoir appris que Blanche-Neige s'était réveillée et pas, je sais pas, se lancer en guerre comme ça, comme si de rien n'était. Et donc, c'était cool. À ce niveau-là, c'était vraiment cool de voir qu'elle a réagi très vite, qu'elle a essayé de la forcer à s'exiler. Vraiment, et puis on a aussi une petite apparition du miroir magique Sydney qui avait complètement disparu dans la saison 2, donc c'est sympa de le revoir, donc ce serait cool, ça laisse espérer qu'on reverra Sydney, donc c'est vraiment sympa ça.
Donc ouais, c'est cool. Alors, suite à ça, donc, Blanche-Neige se sent pousser le courage qui lui manquait et donc décide de mener une guerre contre Regina pour reprendre le pays et lui ramener son bonheur. Seulement, elle découvre un peu de temps après que Excalibur n'était pas du tout Excalibur, c'était juste une contrefaçon que le prince charmant avait faite, et donc Rumpelstiltskin n'y était pour rien. Voilà, d'après ce que Rumpelstiltskin lui a dit. Et donc, et au final, ce que le prince charmant a fait tout ça, ben, pour lui redonner le courage. C'était une façon de lui mentir pour lui redonner le courage qu'elle avait. Et même si elle est un peu énervée au début, elle finit par le prendre bien. Et honnêtement, vous savez, beaucoup de gens disent que leur personnage préféré c'est Regina ou d'autres personnages. Il y en a quelques-uns qui disent que c'est Rumpelstiltskin. Et dans un sens, je sais pas, c'est très difficile à dire pour moi. J'aurais tendance à dire que c'est Rumpelstiltskin mon personnage préféré à 2-3 détails près, mais c'est vraiment à peu de choses près, vraiment à peu de choses près contre le prince charmant, parce que vraiment j'adore ce personnage. Je trouve, voilà, Rumpelstiltskin c'est le personnage d'anti-héros tourmenté avec un passé tragique et qui a des dessins qui sont assez très discutables, très gris, et ça le rend très intéressant ces dilemmes qu'il a et les attaches qu'il a autour de ça. Le prince charmant c'est quelqu'un qui est vraiment complètement pris dans ses merde, je déteste quand je perds un mot dans ses convictions, et il croit vraiment dès lors qu'il croit quelque chose, il y va à fond, quoi. Il veut tout faire pour redonner le courage, l'espoir aux autres. Il soutient toujours les personnes qu'il aime. Il est toujours derrière Blanche-Neige quoi qu'il arrive. C'est ce type-là vraiment c'est un peu le mec parfait, un petit peu un modèle un peu trop parfait pour certains, j'imagine, mais pour moi, c'est vraiment un grand modèle d'homme et je trouve vraiment très intéressant ce type. Sincèrement. Dans un sens, j'hésiterais à dire qui est mon personnage préféré de la série, mais jusqu'à présent, ce serait très serré entre Rumpelstiltskin et le prince charmant. Enfin bon, dans le présent, dans le pays imaginaire, notre groupe de 5 larrons continue leur route. Alors, un truc que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est qu'il y a une vraie dynamique. Sérieusement, il y a une vraie dynamique entre 5. Chacun a sa personnalité. Regina est vraiment du genre impatiente. Je vous écoute pas. Je suis la moins dans le groupe, mais je suis quand même parce que voilà, je sens que je vais quand même avoir besoin de vous. Et le capitaine Crochet a toujours des petites répliques un petit peu cocasse de temps en temps. Il y a aussi un petit jeu entre lui et le prince charmant qui est assez drôle. Je veux dire, il y a une super dynamique entre nos cinq protagonistes là-dedans qui est vraiment sympathique. Donc il parcourt un petit peu le pays imaginaire pour essayer de retrouver Henri. À un moment donné, il tombe sur une espèce d'épines, de fleurs à épines qui contiennent en fait le fameux poison qui avait empoisonné Rumpelstiltskin avant, qui est donc un poison super difficile à soigner comme on l'a vu. Et donc ça va jouer un rôle important, hein, c'est pour ça que je précise. Et donc oui, peu de temps après qu'ils aient commencé leur exploration, Peter Pan se présente devant Emma pour lui proposer un jeu. Donc on retrouve un petit peu le côté joueur de Peter Pan là-dessus. Il dit, je te donne une carte, il n'y a rien qui est dessus, quoi, mais elle ne se révélera que lorsque tu révéleras ta vraie toi. Ok, donc on sent un petit truc, quoi, et pas de triche, hein. Et donc elle essaye au début de révéler la vraie elle pour essayer de jouer selon les règles. Mais bon, je sais, pour une raison qui m'échappe, le fait de dire je suis la sauveuse comme ça, sans en être vraiment convaincu en plus, eh ben ça marche pas. Et Regina, impatiente comme elle est, se dit ah puis merde quoi, je vais lancer un sort de détection sur la carte et on va retrouver ce connard de Peter Pan. Et c'est ce qu'ils font. Voilà, hein, donc ils finissent par trouver Peter Pan, mais Henri n'est pas là. Voilà, donc la carte est censée les mener à Henri, mais la carte, de cette façon-là, les amener seulement à Peter Pan. Peter Pan et sa bande de garçons perdus, contre qui ils se battent. Il y a un combat plutôt sympathique là-dedans, où donc Regina utilise ses pouvoirs. On a une petite rixe entre Crochet et je sais pas, le garçon perdu bras droit de Peter Pan, celui qu'on voit assez régulièrement depuis 3 épisodes en fait, et où il dit ah tiens, où il dit
en gros qu'il a tué Rufio, quoi, comme dans le film Hook. Donc c'est assez marrant la référence. Est-ce qu'ils vont revenir là-dessus dans le passé, dans des flashbacks? Ce serait cool ça. Donc ouais, ça m'a bien fait sourire sur le coup. Et malgré le fait qu'aucun camp ne semble l'emporter pour l'instant, à vrai dire Peter Pan ne participe même pas. J'ai l'impression que c'était juste un jeu pour lui à nouveau, hein. Il regardait juste, quoi. S'il avait participé, je sens que ça aurait été une autre paire de manches pour notre groupe de héros. Et donc ils finissent, les enfants perdus décident de se barrer, de dire ok c'est bon, on se replie, au revoir. Et c'est là que Emma finit par avoir son petit moment craquage. Quand j'ai vu le regard de cet enfant perdu qui a clairement 18 ans, je me suis revu, moi, orpheline, et c'est comme ça que je me vois. Je suis qu'une orpheline dans ma tête, je n'ai toujours pas oublié cette image de moi, et c'est là qu'elle a fini par révéler qui elle est vraiment, et que la carte se révèle enfin. Une carte qui ressemble beaucoup, d'après mes souvenirs en tout cas, à celle de Peter Pan, le dessin animé, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, mine de rien, oui, quand on parle de ça, quoi, à nouveau, on continue avec les références aux œuvres de notre monde. Et Capitaine Crochet dit hey, est-ce que je suis aussi beau gosse dans les œuvres qui racontent l'histoire que je suis là ouais, non. Emma lui dit non. Ah, si tu comptes les moustaches, sauf si tu trouves que les moustaches entortillées, c'est joli. Voilà, c'est à nouveau, c'est le truc où je me dis ok, comment ça fonctionne techniquement ce truc-là, mais voilà, c'est des petites références plutôt sympatoches. Ça me conforte dans l'idée que ce type n'est pas le Capitaine Crochet en vrai, mais bon, ça devient vraiment un petit détail de rien du tout, hein. Ça me dérange pas, j'apprécie beaucoup le personnage de King Jones. Donc suite à ça, il décide donc de partir vers l'aventure en se disant ok, cette fois il faut qu'on se prépare, faut pas qu'on y aille tête baissée, faut pas qu'on tombe dans un piège, etc., etc. Et ça promet quelque chose d'intéressant pour la suite. Voilà. Honnêtement, bien sympa, quoi. Vraiment bien sympa, j'ai pas grand chose à redire. Et ce segment n'est pas tout à fait fini, puisque on apprend d'une part que Peter Pan reste intéressant, je trouve, sur le principe, c'est-à-dire que, en gros, il a cette espèce de... C'est un peu comme Regina à certains moments, c'est-à-dire il a cette tendance à vouloir croire que tous les orphelins, tous les enfants qui n'ont pas eu de parents pendant un certain temps sont comme lui. Donc il part du principe que oui, ses parents ont été des enfoirés d'abandonner Emma, et que Emma a été une enfoirée d'abandonner Henry, et que le moment où elle finira par le retrouver, au final, il ne voudra plus être avec elle. Voilà, donc bon, j'espère que c'est pas juste pour ça que tu l'as enlevé Henry pour prouver quelque chose à sa mère, parce que ce serait stupide. Je veux dire, ça fait je sais pas combien de temps que tu le recherches Henry, quoi. On voit bien que ça fait au moins 150 ans, 200 ans que tu le recherches. Pour l'instant, ce que je vois du personnage de Peter Pan est intéressant. Ça fait vraiment un antagoniste très intéressant sur le principe, qui promet pas mal de choses, dont les motivations sont... colle un petit peu avec ce qu'il a avec le Peter Pan qu'on connaît, c'est-à-dire que le fait qu'il soit orphelin, le fait que les adultes, les parents ne sont pas dignes de confiance, etc., etc. À nouveau, ça aurait gagné en puissance si vous aviez pas pris des gamins de 18 ans pour faire ça, si vous aviez pris des vrais adolescents, voire des enfants de 12-13 ans, ça aurait été beaucoup plus puissant pour moi. Mais bon, je vais pas me plaindre tout le temps de ça, parce que... Mais ouais, c'est... Je trouve que c'est bien fichu pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant, cool. Voilà, cool, le personnage de Peter Pan, je trouve cool. Et on apprend aussi rapidement que le prince charmant s'est pris, ça a été légèrement effleuré et écorché par une flèche d'enfant perdu, de garçon perdu, qui l'a empoisonné avec le fameux poison dont on avait parlé plus tôt. Et donc, ouais, et comment il essaye de cacher ça, comment est-ce qu'il va sortir pendant tout ce temps-là. On sent à nouveau le côté très désintéressé du prince charmant, très, ok, je veux soutenir les gens, je veux pas être un poids pour eux, etc., etc. Et donc, voilà, très intéressant. Voilà, il y a beaucoup de trucs très intéressants qui sont instaurés. Là, je suis vraiment pris dedans. Mais il reste une partie de l'épisode qui me fera peut-être redire 2-3 petites choses. C'est le fait que on s'attarde un peu sur Rumpelstiltskin seul dans son coin, qui est un petit peu en proie au doute. Donc déjà, il arrive à détacher son ombre de lui-même et à lui demander de cacher son couteau là où personne ne pourra le trouver, même pas lui.
J'ai envie de dire, pourquoi t'as pris le couteau à la base? Pourquoi tu l'as pas laissé à Storybrooke? Genre, dans un endroit ultra caché où personne ne le trouvera, sincèrement, avec tes pouvoirs magiques, tu pouvais le cacher à un endroit vraiment où personne ne songerait à le chercher à Storybrooke. Je comprends pas très bien en fait. Voilà, c'est le détail quoi. Je comprends pas pourquoi tu tenais à ce qu'il y ait à remporter le couteau quoi. C'est vachement bizarre sur le principe. Et j'ai le sentiment qu'ils ont forcé ça parce que ça va jouer un rôle important plus tard. J'imagine, hein, sinon je vois pas pourquoi ils auraient fait mention de ça. Et suite à ça, il y a une vision de Belle qui apparaît, et comme Rumpelstiltskin au début, je me dis, ok, qui me dit que t'es Belle et que t'es pas une vision de Peter Pan? Mais bon, il finit par être assez vite convaincu quand même par le fait que c'est lui-même qui a apporté cette vision de Belle. C'est-à-dire, il arrive à amener je sais pas, un hologramme de Belle qui peut être là. Enfin, même pas un hologramme puisqu'elle est tangible, mais je veux dire, voilà, et puis c'est bizarre. C'est un peu bizarre, quoi. Donc il y a Belle qui peut être présente ici, qui dit rapidement, ouais, tout va bien à Storybrooke. Et je pense que tu m'as fait venir pour voir quelque chose. Et le fait est que ça revient avec la fameuse poupée qu'on a vue dans l'épisode suivant, qui en fait n'était pas Bellefire, mais qui était au père de Rumpelstiltskin. C'était le dernier cadeau qu'il lui a offert avant de l'abandonner, en gros, si j'ai bien compris. Et le fait est que ce genre de truc, c'est ce qui appuie le fait qu'il est lâche et qu'il hésite à se coltiner à Peter Pan, parce que s'il se coltine à Peter Pan pour sauver Henry, il risque très fortement d'y laisser la vie. Ok, donc c'est bizarre parce il avait fait tout un discours comme quoi, à la fin de l'épisode 1, comme quoi il était prêt à faire ça, mais il avait besoin de se rassurer auprès de Belle. Ok. Ouais, je veux dire, c'était pas une apparition, c'était pas mauvais comme apparition, mais disons que ça m'a paru un petit peu inutile, quoi. Mais bon, ça fait toujours plaisir de revoir Belle quelques minutes, hein, je vais pas me plaindre. Honnêtement, il y a beaucoup de personnages que je m'attendais pas à voir, qui sont apparus dans ce deuxième épisode. C'était très sympa ça. Voilà, donc il y a les nains aussi, hein, je n'ai pas parlé, mais dans le flashback il y a les nains qui ont un petit rôle qui est intéressant, hein. On voit qu'ils commencent à se rapprocher du prince charmant, c'est-à-dire qu'ils le connaissaient pas trop avant, donc c'était cool ça aussi. Voilà, donc ouais, en gros, la poupée représente un peu sa lâcheté, sa peur, en fait, et il décide de s'en débarrasser, mais apparemment, soit Peter Pan, soit le pays imaginaire tout court, décide que, en fait, non, quoi, en fait, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a encore un peu de doute en lui, il décide de lui renvoyer la poupée à chaque fois qu'il veut s'en débarrasser, quoi. Il le jette d'une falaise, elle revient, il la brûle, elle revient. C'est une poupée qui veut pas partir, quoi. Voilà, donc j'imagine que ça jouera un rôle pour plus tard. Dans l'absolu, je sais pas trop. Sur le coup, ça me paraît légèrement superflu. Voilà, ça m'a pas fait grimper au rideau. C'était pas mauvais en soi, mais ça m'a paru un peu superflu. Alors peut-être qu'on aura un flashback sur l'enfance de Rumpelstiltskin où on aura ces derniers moments avec son père, et que ça représentera quelque chose d'important pour lui par rapport à la lâcheté de son père qui déteint sur lui, etc., etc. Ça peut être intéressant, mais juste pour le moment, ça m'a pas fait grimper au rideau ça. Mais voilà, en dehors de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Le flashback était vraiment pas mal. L'histoire autour de nos 5 protagonistes avançait bien, et une très bonne dynamique. Bon épisode bien sympathique. J'attends de voir la suite. Ciao!